Mesdames et messieurs, bonjour. J'aurai le plaisir avec Si Amil Zahar ici présent de co-modérer cette table ronde sur le sujet de la transmission d'entreprise et donc transmission d'entreprise familiale. Je me présente pour les gens que j'ai pas eu le plaisir de saluer. Reda Taleb, je dirige un cabinet de conseil qui s'appelle Officium. Et Amine, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis très content d'être là avec vous aujourd'hui pour parler de la thématique qui, il me semble, a capturé un peu votre intérêt. Alors moi, comme Reda, je suis également consultant. Je me qualifie modestement de praticien de tout ce qui est stratégie et opération de haut de bilan. Et j'interviens avec Reda dans le cadre de cette conférence à travers notre connaissance du terrain et de ce qui se passe un petit peu, ce qu'on voit un peu, ce qui se passe dans les entreprises et dans le tissu économique au Maroc. Voilà. Donc avec nous pour apporter des témoignages, un retour d'expérience et également des réflexions sur lesquelles vous serez interpellés en tant qu'audience. Courtoisie oblige, je te demande Anne de te présenter en premier. Nathalie Anne Croft, vous reconnaissez l'accent, je suis une Québécoise. Mon parcours est le suivant. J'ai été une relève d'entreprise pendant 13 ans. J'ai géré les entreprises de ma famille au Québec, bien sûr. Par la suite, j'ai fait environ depuis 15 ans, je suis une spécialiste en transmission d'entreprise et également en psychométrie. Alors, j'animais un atelier ce matin sur la performance des équipes, soit des équipes de direction ou des équipes d'associés, le principe est le même. J'ai fait donc, si les gens s'interrogent, qu'est-ce qu'un expert en transmission d'entreprise peut avoir comme cursus? Moi, j'ai un cursus qui vient, un background d'affaires, et puis donc d'entreprise familiale, et j'ai fait HEC Montréal avec des Marocains d'ailleurs, j'ai un ami qui est ici, et en gestion des opérations marketing. Donc, je me considère comme un entrepreneur finalement, et depuis 2 ans, je demeure à Tanger, au Maroc, et je fais des affaires au Maroc depuis 2015. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Badredpa, je suis enseignant-chercheur l'enseignement supérieur. À la base, je suis docteur en sciences de gestion, particulièrement en finance, de l'Université de Bordeaux. Et puis aujourd'hui, je suis à ESCA, École de Management, dans laquelle je suis enseignant-chercheur, mais je suis également directeur de la chaire entreprise familiale au Maroc. D'où la légitimité de mon intervention aujourd'hui sur le thème de transmission, parce que c'est un thème qu'on aborde beaucoup à la chaire. On travaille beaucoup avec des entreprises familiales, que ce soit dans le cadre des cycles de formation, on forme des dirigeants d'entreprises familiales, mais également à travers nos travaux de recherche, nos études sur le terrain. On aborde des problématiques liées à tous les aspects relatifs à l'entreprise familiale, et j'aurai le plaisir de partager avec vous quelques résultats de nos études qui rentrent dans ce cadre de transmission d'entreprise plus particulièrement. Bonjour, je suis Hamza Slaoui, 33 ans. Je suis DGA du groupe Mafoder, que j'ai rejoint il y a 4 ans après avoir passé plus de 10 ans à l'étranger. Donc avant de rejoindre Mafoder, j'étais banquier d'affaires à Londres. Et je partagerai avec vous, grand plaisir, notre expérience dans cette aventure familiale qu'est le groupe Mafoder. Donc on opère dans la fonderie, dans le béton préfabriqué et le mobilier urbain. Bonjour, je me présente Reda Serrej de la Maison Serrej, une entreprise familiale depuis 1954 spécialisée dans la boulangerie et pâtisserie pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc j'ai le plaisir de partager avec vous l'expérience de notre entreprise à travers plus de 60 ans. Aujourd'hui, j'ai rejoint l'entreprise en tant que directeur de développement afin d'y apporter une évolution et un savoir-faire après une dizaine d'années d'expérience à l'étranger. Voilà, donc j'ai le plaisir de pouvoir partager cette table ronde afin d'apporter des éclaircissements par rapport aux questions relatives à l'entreprise familiale. Merci Sereda. Donc vous l'aurez compris, on a Sibadr qui va démarrer dans quelques instants
dressant un état des lieux sur l'entreprise familiale et les problématiques de la transmission au Maroc, donc qu'ils observent et qu'ils suivent depuis plusieurs années dans le cadre de la chaire entreprise familiale de l'ESCA. Nous aurons par la suite la perspective internationale et notamment l'expérience canadienne à travers Nathalie Anne et son expérience personnelle, mais également son expérience d'accompagnement de plusieurs entreprises, aussi bien au Canada qu'à l'étranger. Donc Nathalie Anne est installée au Maroc depuis bientôt 2 ans, c'est ça. Et puis 2 témoignages très concrets d'entreprises familiales, donc de 2 secteurs différents, sur lesquels nous aurons donc un avis sur du vécu et sur lequel vous pourrez bien évidemment vous projeter, poser des questions sur un peu les challenges, les enjeux d'une telle situation. Donc sans plus tarder, Sidi Badr, un petit topo un peu sur l'état d'entreprise familiale, du sujet de la transmission, où en est le Maroc. Bien, merci beaucoup Sereda. Dans un premier temps, je vous remercie de m'avoir invité à prendre la parole dans cette conférence en tant que chercheur en sciences de gestion et particulièrement sur les entreprises familiales. C'est souvent l'occasion de partager les résultats de nos travaux de recherche et de permettre un meilleur accompagnement à nos entreprises via la publication, mais également les présentations de nos travaux. Donc, un sujet de transmission est un sujet naturellement extrêmement important. Pour la simple raison qu'il représente un enjeu national. Il faut dire qu'aujourd'hui, au Maroc, plus que 90% de nos entreprises sont des entreprises familiales. Et lorsqu'on fait des statistiques sur l'âge des dirigeants, on trouve que pratiquement 50% des dirigeants de ces entreprises familiales ont 55 ans au plus. Il y a une catégorie de jeunes dirigeants, mais il y a également pratiquement 40 sur la base des statistiques, 45 à 46% de dirigeants qui arrivent à l'âge de 55 ans. Pour nous, en tant que chercheurs, 55 ans, ça veut dire que le défi de transmission dans les 10 prochaines années s'impose. C'est une problématique au sein de l'entreprise familiale. Et parmi ces entreprises, donc on est à peu près, on peut parler dans les 10 prochaines années de 150 000 entreprises qui vont changer de direction en fait. Et une moyenne annuelle de 10 000 à 15 000 entreprises. Vous voyez l'enjeu au niveau national. Pourquoi je parle de l'enjeu? Parce que les statistiques sont alarmantes. Il y a un pourcentage très faible qui est aux alentours de 20 à 25% des entreprises qui y arrivent à transmettre l'entreprise à la 2e génération. Et lorsqu'on parle de la 3e génération, c'est un pourcentage encore plus faible. On est dans les 14-13%. Et vous imaginez le nombre d'emplois qu'on perd au niveau national en raison de la fermeture des entreprises, qui n'ont pas réussi justement à transmettre aux générations suivantes. C'est pour ça que je parle d'un enjeu national. Nos études empiriques sur le terrain ont relevé les principales, si vous voulez, raisons de ce problème de non-transmission, l'échec de transmission. Ce qui revient le plus dans nos études, c'est d'abord pendant la vie du fondateur, de l'entrepreneur, on ne prépare pas la transmission dans la plupart des entreprises. Pour la simple raison, c'est qu'il s'agit d'un sujet tabou dans notre société. Culturellement, c'est difficile de poser la question à notre père, à notre papa ou à notre maman, de lui dire et après vous, qu'est-ce qu'on va faire dans l'entreprise? Ça veut dire évoquer d'une façon directe ou indirecte le décès du papa ou de la maman. Et vous comprenez que c'est un thème extrêmement sensible et qu'on évite de l'aborder dans les entreprises familiales dans notre contexte marocain. Donc il y a un phénomène culturel où déjà sur la planification, à la limite on s'interdit de parler de la transmission parce qu'on s'interdit de parler du décès du dirigeant. Tout à fait. C'est une réalité qui est constatée aujourd'hui dans le cadre de nos études. C'est une réalité constatée dans le cadre de nos études. D'ailleurs, lorsque je suis dans des entretiens semi-directifs avec des potentiels successeurs, on refuse généralement de répondre à la question « qu'est-ce qu'on fait après le décès ?»
comment vous voyez l'entreprise, ou même après la retraite. Comment ça on refuse? On vous dit on veut pas répondre? Oui, ça veut dire la réponse tout simplement c'est Allah ytawwal fi al-amr. C'est quelque chose que pour l'instant le baraka dial al-hajj معنا ولا ديال الحجه, c'est on évite de parler de ça, alhamdoulilah, tout va bien pour l'instant. Donc ce fatalisme, on est dans cette culture de refus de parler de l'après fondateur. Deuxième raison, c'est un attachement également du fondateur à l'entreprise. Il y a un attachement émotionnel. Si il y a un manque de préparation de la succession, mais parce que le fondateur également s'attache à l'entreprise et que refuse dans la plupart des cas de pas refuser, mais il est réticent de parler après lui. Qu'est-ce qu'on fait après lui en fait? Troisième problème, c'est des problèmes de conflit d'intérêts. Là, après la mort, lorsqu'on ne prépare pas la succession, vous avez des problèmes de conflit d'intérêts entre les membres de la famille. Vous avez souvent, imaginez, lorsque un chef d'entreprise meurt, c'est ses enfants qui vont prendre la relève. Vous avez des conflits qui peuvent apparaître entre frères et sœurs et surtout entre ceux qui sont impliqués dans la gestion et d'autres qui ont choisi d'autres métiers et qui vont n'attendre finalement de l'entreprise que les dividendes. Donc il y a ce conflit d'intérêts. Et vous imaginez encore lorsque une entreprise est fondée par deux frères, ça veut dire que les successeurs dans l'entreprise familiale, c'est des cousins et des cousines qui des fois ne se voient même pas entre eux et qui doivent gérer des problématiques liées à l'actionnariat, au partage de pouvoir. Très souvent, lorsqu'on planifie pas la succession, lorsqu'on la prépare pas, ces conflits familiaux vont avoir de l'incidence sur le très court terme sur la vie de l'entreprise après la mort du fondateur. Alors justement, cet impact-là, est-ce que vous l'avez apprécié, vous l'avez mesuré? Est-ce qu'il y a un taux de réussite ou d'échec ou un impact qui a été évalué sur les périodes de transmission? Ça doit être un moment important dans la vie d'une entreprise. C'est vrai, cet impact, ces études, il est difficile de l'avoir d'un aspect macroéconomique, oui. Mais on est plutôt dans le qualitatif. Ça veut dire on va voir des entreprises qui ont réussi ce challenge de transmission et d'autres pas. Et de rentrer dans des études comparatives, qu'est-ce qui ça permet que ça marche dans un contexte. Des fois, on est dans le même secteur d'activité. Pourquoi ça marche chez certaines entreprises et pourquoi ça marche pas dans d'autres. Très bien. Ce focus group qu'on organise de temps en temps, ou bien des entretiens approfondis, nous permet de tirer quelques tendances en matière des problèmes liés à le transfert de pouvoir. Ou bien le transfert du pouvoir, mais également de la propriété dans l'entreprise familiale. Merci. Si vous permettez, on va revenir. Je voudrais interpeller Nataliane sur la perspective que vient de dresser professeur Repa. Est-ce que on va se tutoyer comme on le fait en dehors de l'estrade, hein, on va pas se faire semblant de se vous voyez. Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu également au Canada, vu ailleurs? C'est une particularité marocaine? Honnêtement, si tu n'avais pas d'accent, Badr, je penserais que tu décris le Québec. Étant donné ton accent marocain, on va dire que c'est le Maroc. Alors, la réalité est la même. On vit exactement les mêmes problématiques. Je pense que ce qui diffère avec le Québec, c'est que nous, la problématique, elle a été adressée il y a à peu près 25 ans. On a commencé depuis plus longtemps le phénomène de la transmission, ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, il y a des outils, il y a des intervenants, il y a de la facilité, il y a de la conscientisation. Alors, c'est devenu, ça fait partie intégrante de la vie du chef, de la pérennité de l'entreprise. On a tous, en tout cas, moi j'ai géré une entreprise familiale pendant des années. Quand on se bat avec le marché, on se bat avec sa famille, on se bat pour survivre. Il est certain que la pérennité, c'est pas la préoccupation la première. Alors, ceci étant dit, je veux juste que vous vous consoliez. C'est exactement la même réalité qu'au Québec. Au Québec, le taux de survie à la 3e génération est très, très faible. Et je voudrais surtout que la relève ne pense pas que c'est de leur faute. Parce que souvent, on dit que c'est la faute de la relève. C'est faux. Ce n'est pas la faute de la relève. C'est l'ensemble d'une conjoncture. Je dirais, quand les lunes s'alignent, là,
Et c'est très difficile de pérenniser une entreprise, peu importe qu'elle soit familiale ou non. Au Québec, les entreprises sont environ familiales autour de 80%. C'est à peu près la même chose aussi. Les chefs d'entreprise de 55 ans et plus sont exactement dans la même réalité. Bon, il est certain que quand on commence un transfert à 55 ans, je dis toujours, c'est des cycles de 3 ans à peu près. Hein? Après 3 ans, on peut se faire une idée si on a la bonne relève ou pas. Alors, si le chef a 65 ans, ben, il faut qu'il fasse avec le cheval qu'il a. Par contre, s'il a 55 ans, je dis, tu peux te tromper 3 fois. Hein? Alors, il se pourrait qu'il y ait un plan A, qui est la relève familiale. Au Québec, 66% des entreprises familiales, les chefs d'entreprise veulent transférer à leur famille. Donc, il se pourrait que le plan A ne fonctionne pas pour X, Y raison. Okay? Alors, il faut absolument penser à un plan. Quand on est en affaires, là, on pense toujours à un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Je dis au chef, moi, c'est peut-être le plan A qui va arriver. Et l'univers n'aime pas le vide. Si les entreprises, c'est une liquidation d'actifs, ce qui est le moins intéressant pour un entrepreneur, si c'est ce qui doit arriver, le marché va prendre la place. Les employés vont se relocaliser. Par contre, s'il y a une vente d'entreprise avec un siège social qui s'en va à l'étranger, comme nous, on vit au Canada, ben là, c'est certain qu'il y a le réseau, le tissu économique autour va s'appauvrir. On l'a vu chez nous avec Rio Tinto, les alumineries, Alcan a été vendu, la perte des sièges sociaux. Mais dans une réalité nationale, c'est une autre dynamique. Très bien, merci. Alors, on a la chance, comme je disais, d'avoir avec nous deux représentants de groupes familiaux. Je me tourne vers toi, Hamza. Tu as parlé un peu du secteur d'activité, donc on est dans l'industrie, donc un des fleurons nationaux sur le sujet de la fonderie, du mobilier urbain, etc. Est-ce que cette problématique est adressée au niveau de Mafodère? J'ai presque envie de dire, est-ce qu'elle est adressée au niveau de la famille Slaoui? Si vous pouvez lui donner le micro, s'il vous plaît. On est en... Déjà, ce qui est intéressant, c'est que Reda, tu sembles être de la 3e génération. Et donc, moi, je suis de la 2e génération. Ça fait 2 perspectives exact. Générationnelles. Alors, nous, la transmission, avant tout, on voit ça comme un projet familial. Et ça commence par des affinités partagées, des valeurs familiales communes. Et c'est des choses donc, qui nous ont été inculquées bien avant de rejoindre l'entreprise familiale. Donc la première chose, c'est qu'on prend plaisir à être ensemble en famille. Et ça s'est développé. C'est pas quelque chose qui vient comme ça. Donc c'est à travers des activités communes, sportives, des voyages, de l'engagement associatif. Donc ça a créé un lien entre nous. Donc j'ai 3 sœurs, donc une qui travaille avec moi. Et donc ce sujet-là s'est posé dès notre plus jeune âge. Donc ça a aussi coïncidé avec donc mon père qui lui est l'entrepreneur très passionné par son entreprise et qui venait nous raconter ses exploits, ses fiertés, ses déceptions. Et donc c'était, disons, comme une histoire qui était racontée et c'était quelque chose qui était attractif pour nous. Ensuite, bon, j'ai eu la chance d'étudier à l'étranger. Bon, j'ai travaillé dans une organisation internationale qui m'a permis d'être déployé dans des pays comme l'Azerbaïdjan, la Géorgie. J'ai travaillé sur la Turquie. Donc, je me suis un peu éloigné de l'entreprise familiale, mais j'avais toujours l'entreprise familiale derrière la tête. Donc, Justement, c'est une question. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te disais que voilà, je suis en train de forger mon leadership, mes compétences, mes armes pour aller apporter un soutien à l'entreprise familiale, ou alors c'était un non-sujet à l'époque? J'essaie, disons, de joindre les deux. Donc la finance m'intéressait. J'ai rejoint une banque d'affaires. Je me suis spécialisé dans l'industrie
et je cherchais à travailler sur tous les projets de groupes familiaux dans d'autres pays. Comme par hasard. Donc oui, c'était, disons, inconsciemment, je savais très bien ce que je voulais, je savais que je voulais développer cette expertise. Et d'ailleurs, d'un point de vue extérieur, j'ai vu tous ces exemples de, disons, de problèmes de transmission, de gouvernance, sauf que ces groupes-là, à un moment, avaient besoin de financement, donc c'était des fois un peu trop tard parce qu'on ne pouvait pas les financer. Alors, c'est Hamza, juste une petite question, parce que quand je vous entends, ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai envie de poser une toute petite question. On a la chance d'avoir votre papa dans la salle. Moi, je voudrais savoir ce qui vous a un peu motivé à revenir dans l'entreprise familiale. Quel a été le déclic? Et quels ont été les facteurs de crainte ou de peur que vous avez eu avant de revenir? Éventuellement, s'ils ont été là. Bon, personnellement, moi, je ne me pose pas trop la question. Dans le sens où si j'étais resté à Londres, évolué dans une carrière, bon, il y a eu une opportunité. L'entreprise, il y avait une ouverture pour que je la rejoigne. Je prends plaisir, disons, à me retrouver en famille. Donc, je me suis dit que j'allais me lancer dans l'aventure de l'entreprise familiale. On est bien d'accord qu'avant, vous n'aviez pas eu d'occasion de collaborer en termes business avec les membres de votre famille. C'est bien ça? Oui. Donc, vous n'avez pas eu d'appréhension ou d'autres sujets, c'est la qualité de la relation familiale qui a primé d'abord. Disons la qualité, mais aussi l'entreprise passée par une petite crise organisationnelle. Donc, naturellement, disons, j'ai senti l'appel et je me suis lancé. Pour résumer, on est en train de dire en fait que c'est l'appel du devoir. Je dirais pas que c'est l'appel du devoir, c'est plus l'appel de la famille. D'accord. Bien, merci Hamza. On reviendra un peu pour rentrer un peu plus dans le détail. Reda Serrej, donc une boulangerie-pâtisserie mythique, j'ai envie de dire, Drb Sultan, un peu à l'image des business de l'époque, c'est-à-dire une famille qui avait une expertise, un savoir-faire en termes de façon, notamment les bonnes pâtisseries marocaines, El Bildi, et puis qui a évolué, etc. Et puis, de génération en génération, ça a commencé à prendre d'ampleur, d'abord avec un deuxième point de vente, c'est ça? Puis un troisième. Et puis, plus récemment, un troisième, mais déjà le troisième, ça fait partie de ce que cette nouvelle génération a apporté, si je ne m'abuse. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce que vous avez fait, avant même de parler de la transmission, de l'apport déjà de l'intégration de la nouvelle génération dans le management de l'entreprise? En fait, ce qui est très important dans la partie apport aujourd'hui, dans les entreprises familiales, c'est le nouveau souffle que peut apporter la nouvelle génération, ou la deuxième ou la troisième génération. Le Maroc a connu une phase de développement très importante sur les 15-20 dernières années, d'un point de vue économique et stratégique. Et ce qui s'est passé, c'est que les entreprises familiales qui ont su se développer et suivre, je veux dire, le développement international, c'est les gens qui ont eu des enfants qui ont peut-être pu faire des études dans le sens adéquat, qui a pu aider donc cette entreprise familiale à aller de l'avant. Dans mon cas, moi je n'ai pas été poussé ni forcé à faire ce choix. Après mon bac, je décidais d'aller faire des études en hôtellerie-restauration, management hôtelier touristique en France. Pas dans l'idée de revenir pour reprendre l'entreprise familiale, mais ce goût pour ces études, pour ce créneau, est venu par ce qu'on a vécu, en famille. Je reviens un peu en arrière. Quand on était jeune, de toute façon, on est une famille de 5 frères et sœurs, et il y en a juste 2 sur les 5 qui ont repris le flambeau. Pourquoi? Pas forcément par obligation, mais surtout par amour à pour ce métier. C'est-à-dire 2 sur les 5 frères et sœurs, déjà après nos études, on a décidé d'un petit peu de suivre des études dans le même sens. Soit mon frère qui a fait du management ou du commerce, soit moi qui a fait un peu des études en hôtellerie, restauration, management, etc., un petit peu dans le même cursus. Donc, pour revenir à votre question, le développement aujourd'hui de l'entreprise familiale peut se faire si la relève est bien préparée. L'idée de la transmission qui est très importante, et je reviens là-dessus,
c'est que dans une entreprise familiale, on va peut-être pas parler de transmission, mais on va parler un petit peu d'héritage. C'est-à-dire que on est dans un esprit famille, donc on est dans un esprit aussi où, comme disait monsieur tout à l'heure après le décès des papas, c'est un héritage. L'héritage peut apparaître sous différentes formes, peut être donc pécunier, l'argent, mais il y a aussi un héritage professionnel qu'on peut, en étant 5 frères et sœurs, on n'a pas tous la chance d'avoir cet héritage-là. Et ça se développe dès le jeune âge. Nous, quand on était petits, l'été, moi quand j'avais 8-9 ans, on passait tous l'été à la pâtisserie à aider le papa à faire ses gâteaux, etc. Donc dès le jeune âge, on a commencé à nous inculquer un petit peu l'esprit de cette entreprise, à partager avec nous, comme disait M. Slaoui, à partager avec nous les fiertés de l'entreprise, les périodes de ramadan, de rush, tout ça. Donc on l'a vécu avec eux, et après chacun a fait son choix. Il y en a qui ont apprécié, en l'occurrence mon frère et moi, et il y en a d'autres qui se sont dirigés pour faire d'autres études. Donc la transmission ou l'héritage se font aussi par amour, par ce métier, et par aussi l'esprit dans lequel on a vécu tout au long de cette période avec nos parents, et qui nous ont donné cette envie ou pas de reprendre cette entreprise. D'accord. Et alors, quand on travaillait en préparation de cette table ronde, on a parlé également d'une autre manière de voir le business, que depuis que toi et ton frère avez intégré le management de l'entreprise, vous avez vu les choses différemment, vous avez pensé l'entreprise différemment, et donc ça rejoint ce que tu disais par rapport à la gouvernance, donc il y a des responsabilités qui ont été bien clarifiées. Est-ce que tu peux partager avec nous justement cette expérience, l'ouverture de nouveaux marchés, etc. Alors juste un point très important que soulève Reda, c'est la nouvelle gouvernance, donc à l'arrivée de 2 personnes, on va dire avec un esprit nouveau et je veux dire à un niveau d'études un petit peu je veux dire important pour l'entreprise. Je souligne un point très important, c'est aussi la partie RH ou la partie management du personnel. Quand on est dans une entreprise familiale et quand votre papa vous laisse 50 ou 60% de l'effectif qui a travaillé entre 20 ans et 30 ans avec le papa, on va commencer tout de suite à penser business, ce qu'on a fait pour développer les affaires, mais il faut surtout pas oublier la partie ressources humaines qu'on vous laisse, parce que c'est un trésor. Il y a beaucoup d'entreprises familiales aujourd'hui où les jeunes qui reprennent derrière ont tout de suite ce réflexe de se dire que ces gens-là font partie de l'ancienne école et que nous, on arrive avec des idées jeunes et qu'il faut qu'on change tout. On hérite aussi d'une partie du personnel aujourd'hui qui est, je veux dire, le pilier de cette entreprise, parce que après le décès du papa, Allah yarhamou, il y a derrière, de toute façon, le papa ne travaillait pas de ses propres mains. Il avait constitué une équipe, il avait constitué une base très solide de personnes qui l'ont aidé à arriver à ce qu'on est là aujourd'hui. Et nous, donc, on a basé tout ça sur ce personnel qui nous a aidé, bien sûr, à former d'autres gens. Ça, c'est pour la partie RH, mais pour la partie développement stratégique et économique, c'est vrai que la transmission, une fois qu'on a réussi, mon frère et moi, à se mettre d'accord sur sur les projets communs et sur la vision à long terme, on a pu se développer en une très courte durée parce que cette base était solide. On avait derrière nous une équipe, on avait derrière nous un nom, on avait derrière nous un savoir-faire. Donc soit on arrive avec des idées pour développer le business, soit on arrive avec aussi des idées qui peuvent être quelquefois négatives ou destructrices et qui peuvent carrément tuer le business. Merci Lada. Nathaniel, tu as eu l'occasion d'accompagner beaucoup d'entreprises et tu me disais qu'il y a différents profils de transmetteurs. Que dans la transmission, il y a un rôle important, si Badr le disait tout à l'heure, il a un rôle très important dans l'histoire, hein, l'attachement, etc. Mais tu parlais d'une modélisation. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Vous avez vu le panel précédent qui était très intéressant en termes de personnalité, c'est une profileuse, et d'entrepreneurship. On voit ce que c'est un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est un déviant. Ça n'accepte pas les règles des autres. Ils veulent, si vous voulez savoir la définition, moi, c'est un déviant qui n'accepte pas les règles des autres, qui décide de faire les siennes.
Et je parlais justement à monsieur, il me semble que je l'ai vu au coin, et il m'a dit exactement, il n'était pas d'accord avec son patron et la façon de faire, il a décidé de partir sa business. Donc, il y a 4 types de cédants. On va donner un langage. Un cédant, c'est le chef d'entreprise qui va transmettre, et le repreneur, c'est la relève. Alors, il y a 4 types de cédants, et avec les années, j'ai vraiment, parce que quand on pratique, avec ma personnalité, je n'aime pas beaucoup l'échec. Alors, il faut choisir ses clients, et à travers les années, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait, bon, c'est pas moi qui ai développé l'approche en passant, mais que c'était véridique plutôt. Alors, le premier type s'appelle un monarque. Un monarque, c'est quelqu'un qui va être là jusqu'à la mort et qui prend toutes les décisions. Au Maroc, il y a quelques monarques, hein, mais au Québec aussi. Ensuite, le deuxième type, c'est le général. Ah, lui, c'est la beauté. Il est là jusqu'à la mort, et la particularité du général, c'est qu'il allume des feux pour les éteindre, pour se sentir important, indispensable, quoi. Ces deux profils-là sont très difficiles parce que on tombe dans l'ego et l'orgueil, et ils veulent, je dis toujours, ils veulent l'heure, mais avec leur montre. Ensuite, il y a un ambassadeur et il y a un démocrate. L'ambassadeur, il est là pour un mandat X. Alors, il est là et il va vendre ou il va quitter et il ne reviendra plus jamais. Et le démocrate, ce qui est très intéressant pour la transmission, et c'est mon préféré, c'est celui qui va vouloir déléguer du pouvoir, mais qui va rester après soit la transmission même de la propriété à 100%, qui va demeurer sur des mandats spéciaux pour le transfert du savoir-faire, le mentoring. Alors, ce type de cédant-là, c'est vraiment mon préféré parce que parfois, il faut que le chef change de rôle. C'est un changement de rôle. Et la relève, malgré son enthousiasme, est pas toujours prête à 100% à reprendre les rênes d'une entreprise. Et parfois aussi, la qualité de vie. Les jeunes, ils veulent moins travailler d'heures. Les 70 heures des parents sont pas très populaires dans la relève, et c'est correct d'avoir un meilleur équilibre travail-famille. D'accord. Si ça vous parle, cette modélisation, vous voulez compléter? Non, pas seulement que ça me parle, mais nous avons beaucoup travaillé sur le profil du prédécesseur, et là, on se connaît pas, Nathalie, c'est peut-être la première fois qu'on a déjeuné ensemble, on n'a jamais travaillé ensemble, mais c'est une taxonomie qui existe et que nous avons testé chez les chefs d'entreprise marocains. Donc moi, je complète juste ce qu'a dit Nathalie. C'est pour le monarque, il refuse de traiter tout ce qui est transmission. On se rend compte qu'après sa mort, qu'il faut gérer des problèmes. Et là, ça marche pas, la transmission. Ce qui est étonnant chez le général, ce qu'a appelé Nathalie le général, c'est quelqu'un qui est dans la direction, qui refuse de quitter, mais sous la pression de la famille, peut quitter l'entreprise, mais qui est prédisposé à revenir lorsqu'on lui demande. Comme un général, donc il quitte sous la pression, mais il veut revenir. Par conséquent, parmi ses enfants, il va choisir le moins compétent dans le poste de succession pour légitimer à chaque fois son retour à l'entreprise. Et là, il y a des articles publiés, je partagerai avec vous, comme ça, peut-être on partagera avec la salle, si vous laissez vos coordonnées. Donc, on a publié ces articles. Donc, systématiquement, il va vers le moins compétent à chaque fois pour légitimer son retour, de dire, moi, j'ai fondé quelque chose et ça serait dommage de la laisser ça marche pas sans moi. Ça marche pas sans moi, exactement. Je dois être là. Troisième profil, le gouverneur, là aussi, il va laisser l'entreprise du jour au lendemain, mais il va quitter l'entreprise. Et le modèle qui marche le plus au Maroc, ce que vous avez appelé l'ambassadeur. Pourquoi l'ambassadeur? Vous savez, l'ambassadeur, lorsqu'il termine sa mission, il doit rester toujours à disposition du ministère des Affaires étrangères pour jouer le rôle du conseil. Même s'il a quitté le pays où il était ambassadeur, il doit jouer ce rôle de conseil. La même chose dans l'entreprise familiale. C'est des profils de dirigeants, d'entrepreneurs qui quittent l'entreprise mais qui restent à disposition du successeur pour donner conseil, pour les accompagner. Et c'est le profil qui marche le plus et qui marche le mieux dans la transmission de l'entreprise familiale.
Là encore, c'est un article extrêmement intéressant que je tiens à partager avec vous On pour vous dire remercie que par avance. la recherche scientifique ressemble à la réalité du terrain. Encore heureux, encore heureux. Je ne vais pas vous demander où est-ce que vous vous situez par rapport à ce modèle, mais j'ai envie de revenir vers toi, c'est Hamza, pour te poser la question justement par rapport à un sujet qu'on a un peu commencé à aborder, c'est cette notion de gouvernance. De comment est-ce que les décisions sont prises, déjà du temps du cédant, pour comme reprendre l'expression qu'a utilisée Nathaniel, et est-ce qu'on réfléchit justement à des périmètres et on se dit, ou alors c'est finalement le fondateur ou qui reste au rêne et c'est lui qui décide et il n'y a pas d'instance et c'est justement ce qui crée. Vous en êtes où spécifiquement dans votre cas, hein, bien évidemment? Alors, dans le cas de Mafoder, on a le fondateur était sensible à ces sujets de gouvernance. On prendra son point de vue, c'est Brahim, et là on a la chance de l'avoir, donc on lui demandera tout à l'heure de nous donner sa lecture et son prisme qui peuvent être concordants ou avoir de légères déviations, et c'est ok comme ça, on est là pour apprendre, pour partager ses avis. Sauf qu'il n'y avait pas vraiment le knowledge management. Donc souvent, il y avait des initiatives et les gens partaient et on recommençait à zéro. Et ce qui a fait qu'on a commencé à se poser ces questions de gouvernance, c'est que notre fondateur, qui est mon père, a fait un burn-out il y a quelques années parce que l'entreprise a une forte croissance, lui, c'est un profil donc entrepreneur défiant, donc il pensait pas trop à la management, mais c'était plus développé. Et à un moment, disons, il y a eu une crise de gouvernance. Il a vu que il n'avait pas mis en place le bon système de délégué et contrôlé pour pouvoir assurer la pérennité de l'entreprise. Donc, c'était un peu un choc dans l'entreprise et qui a déclenché toute cette réflexion de comment créer les conditions humaines, managériales et financières pour, atteindre le but de la pérennisation, l'autonomisation. Dans notre cas, donc, il y a une chance aussi, c'est qu'on est très complémentaires. Donc, il y a ma sœur qui est tout ce qu'elle aime faire, j'aime pas, et tout ce que j'aime faire, elle aime pas. Donc, déjà, ça aide de ne pas aller dans le territoire de l'autre. Mais on a aussi des managers qu'on essaye d'attirer, donc des managers qui ont un périmètre qui est très bien défini dans l'entreprise. Et donc, c'est comment, animer tout ça. Ce qui nous a aidé aussi, c'est on a essayé de se professionnaliser, donc à travers les certifications, ISO 9001, ISO 45001. Donc ça nous donne des référentiels et on essaye d'utiliser ça comme un outil managérial et non comme une certification qu'on va mettre dans notre cadre. Pas un label commercial seulement, mais surtout Exactement. Pour remettre en question les process, comment on prend les décisions, comment on fonctionne. Il y a un côté qui est très important, c'est les ressources humaines. Donc, comment créer un cadre où les ressources humaines développent un sentiment d'appartenance à l'entreprise, où ils sentent qu'ils sont valorisés. Donc, on va être très transparent. On a participé, par exemple, aux enquêtes nationales de rémunération de Mercer. Donc, c'est principalement destiné aux grandes multinationales, mais on l'a fait quand même pour montrer à nos collaborateurs qu'on veut s'aligner aussi aux meilleures pratiques. On a développé une Mafoder Academy qu'on a conjointement avec l'école des arts et métiers de Meknes pour, former nos managers de demain. Donc il y a cette dynamique qu'il faut constamment se remettre en question, donc à travers des comités de réflexion. Donc on a un comité de direction qui se réunit tous les mois avec le management, un comité RH. Merci Hamza. Je vais me retourner vers toi, Amine. Je sais qu'on est en co-modération, mais tu as également la particularité d'avoir travaillé sur des sujets de fusion-acquisition, transmission, etc. Est-ce qu'il y a des points, des challenges importants que tu as relevés sur le terrain par rapport à cette logique de transmission quand le problème se pose?
Qu'est-ce qui fait réellement la différence? C'est quoi les éléments clés qui sont ce qu'on appelle les defining points, les points les plus critiques dont il faut tenir compte dans la logique de transmission? Merci Reda. Alors, tout d'abord, moi j'écoute avec beaucoup d'intérêt nos intervenants et je veux juste apporter une première précision qui est de dire que la transmission ne se fait pas uniquement dans un cadre familial. Elle peut aussi se faire dans un cadre externe, qui est une option aussi intéressante et importante pour les entrepreneurs qui veulent transmettre leur entreprise. D'accord? Et dans ce cadre-là, il peut y avoir d'autres pistes, par exemple transmettre à des managers chevronnés qui ont fait leurs preuves dans leurs entreprises, ou bien à des tiers externes qui peuvent accompagner de la transmission. Donc il y a plusieurs typologies. Alors pour revenir à la question d'El Sereda, moi j'ai remarqué en fait, j'ai beaucoup accompagné des sociétés dans ce que j'appelle des opérations sur le capital. Donc des gens qui très souvent sont là pour dire moi j'atteins un certain âge, j'ai besoin de transmettre, j'ai besoin de faire, etc., etc. Bon, les principales problématiques qui se trouvent ont été citées par les différents intervenants, donc l'absence de relève ou le fait que les enfants ne souhaitent pas forcément s'impliquer dans le business ou qu'il y ait des managers ou autre. Mais je dirais que les plus gros problèmes qui empêchent ou qui peuvent bloquer ce genre d'opération, d'abord c'est la personnalité du cédant. C'est ses croyances, son système de valeurs et la façon avec laquelle il gère sa société, d'accord? La deuxième chose, c'est l'aspect culturel dans nos sociétés, donc qui fait que, voilà, tout cela on en a parlé. Et puis dans une moindre mesure, les aspects un petit peu plus techniques, parce que quand vous faites de la transmission d'entreprise, à un moment donné, vous devez discuter valeur, vous devez discuter valorisation et éventuellement prix, qui sont deux notions différentes. Et là, je vous assure que on arrive nous les Marocains, on arrive à faire des merveilles en termes d'ego et de puissance de l'ego, etc. Et ça, c'est pour moi le plus gros piège du dirigeant au Maroc, qui tombe un petit peu amoureux de sa société au fil des années et qui des fois on a l'impression qu'il veut pas forcément la transmettre. Il veut juste garder son bébé avec lui. Enfin, soit on est dans un premier cas où il veut garder son bébé avec lui le plus longtemps possible et donc il trouve les excuses justement pour que ça ne se fasse pas. Donc c'est soit une valorisation astronomique, soit ça pourra pas marcher parce que X, soit parce que Y ou autre. Soit parce que tout simplement ces attentes sont totalement déconnectées par rapport à la réalité de marché, parce que très souvent on a affaire à des gens qui sont des opérationnels, qui sont dans le marché, mais qui n'ont pas le recul nécessaire par rapport à leur société pour avoir cette vision neutre ou cette vision externe, ce qu'on ne peut pas leur reprocher. Par contre, ce qu'on peut leur reprocher, et j'assume ce que je dis, moi, ce que je reprocherais à un entrepreneur, c'est de ne pas savoir se faire accompagner. Pour moi, c'est ça le vrai sujet. Donc voilà, pour résumer, culture, personnalité du dirigeant et finalement un décalage entre les attentes, etc. Et puis il y a peut-être d'autres éléments qui sont plus liés à l'écosystème marocain, qui sont que les outils de reprise ne sont pas forcément disponibles en termes de fluidité, en termes de disponibilité, de couverture des montants nécessaires. Et puis, les outils, que ce soit fiscaux, législatifs ou réglementaires, on est très en retard sur ça. Voilà. Alors, Nathalie, tu nous parlais justement des dispositifs d'accompagnement. Le Canada a une petite longueur d'avance, on va dire, et tu nous parlais tout à l'heure de cadre fiscal, justement, qui crée des conditions qui peuvent être soit favorables, soit défavorables, justement, à cette logique de transmission. Pourrais-tu nous toucher un mot sur le sujet? La transmission, comme nous on l'entend, comme moi je l'entends, c'est un transfert de direction d'une entreprise, un transfert de culture organisationnelle également, mais c'est aussi un transfert de la propriété. Alors, un des enjeux majeurs au Québec, c'est que 80% des chefs d'entreprise dépendent de leur entreprise, de la vente de leur entreprise pour leur retraite. Alors, donc, on s'occupe de sa retraite quand on a une préoccupation. Ça fait que si le chef, à la base, ne s'en est pas occupé tout le long des affaires, c'est-à-dire les 20 années précédentes, on voit régulièrement, malheureusement, des chefs qui sont pauvres. Attends, je vais le faire de manière... Vous pouvez changer de chaise, vous ne pouvez pas rester... Non, je vais juste... le libérer parce qu'il y a un petit souci de chaise et je le vois un peu. Je suis désolé, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire. Alors,
Vous avez ici, Le vous avez confort de nos intervenants m'importe. mais là maintenant c'est un transat, c'est plus une chaise. Alors nous au Québec, il y a les instances gouvernementales ont pris certaines mesures, mais il y a eu quand même au niveau des patrons des pressions qui se sont faites. Vous avez la CGEM, mais nous on a la Fédération des entreprises indépendantes du Canada. Alors il y a eu des représentations qui font que le gouvernement a octroyé des facilités. C'est-à-dire que tout Canadien disposant des actions de petites sociétés canadiennes bien sûr, a le droit à une exemption de gain en capital jusqu'à hauteur de 800 000 c'est-à-dire 500 000 € à peu près, non imposables. Là, je ne vous parle pas de décès, je vous parle quand on est vivant. Alors, ça, c'est une mesure qui est très... C'est incitatif. C'est très incitatif, c'est facilitant parce que je pense que la responsabilité de tout chef d'entreprise, même s'il n'est pas dans une phase de transmission, c'est de s'assurer de la pérennité de l'entreprise, mais au niveau de sa structure juridique, fiscale. Il faut en tout temps avoir une optimisation de la fiscalité. Qui veut payer de l'impôt? Levez votre main, là, qui veut payer de l'impôt? Ben, si on n'a pas pris soin d'optimiser sa fiscalité, ben, il se pourrait que ce soit pendant la vie de l'entreprise, la vente, que ça puisse aussi pendant un décès causer des problèmes énormes. Bon, il est certain que c'est 800 000, mais il faut détenir ces actions pendant 2 ans. Alors, si on brasse la soupe pour faire une transaction, il va falloir attendre 24 mois. Alors, nous, on a des conditions, mais qui sont vraiment très acceptables et très favorables. Alors, ça peut être très important. Et on a au Canada une injustice fiscale envers les entreprises familiales. Ils n'y ont pas droit. Incroyable, mais vrai. Pourquoi donc? Bon, il faut dire que le 800 000 d'exemption en gain capital peut être prise pas juste sur la vente de son entreprise, ça peut être sur la vente d'un bien. Donc, parfois... c'est pas uniquement la transmission. Pourquoi? Parce que le gouvernement a eu l'interprétation, et il y a énormément de lobbying qui se fait dans ce sens-là. Ils disent que les parents pourraient faire un prix d'amis à leurs enfants. Mais j'ai rarement vu en 15 ans des entrepreneurs qui avaient le moyen de donner leur entreprise à leurs enfants. Alors, ce qui fait que c'est une injustice, c'est qu'on voit comme mix de transmission des mix de cadres, avec des enfants. Bon, souvent, c'est bien parce que ça fait aussi une équipe de direction qui est plus solide. On a le sentiment du propriétaire chez le cadre. Parce que quand on a le sentiment du propriétaire puis qu'on Quand tu dis des cadres, c'est-à-dire des managers de l'entreprise. On appelle ça un cadre, oui, collaborateur. Ici aussi, non, juste pour préciser. Donc, c'est des cadres dirigeants qui reprennent l'entreprise. Oui, ça peut être un. En même temps que certains descendants. Dans votre cas, ça pourrait être les 2 enfants avec 1 ou 2 cadres ou 3. D'accord. Alors, dépendamment des stars qu'il y a dans l'entreprise. Et eux, en faisant la transaction, en rachetant les actions du cédant, le cédant pourra avoir son exemption de gain en capital. Donc, c'est une formule qu'on voit régulièrement au Canada en lien avec cette injustice fiscale-là. Il n'y a que les fermes qui peuvent... les compagnies, toutes les entreprises agricoles. D'accord. Très bien. Reda, je voudrais revenir vers toi justement sur ce sujet de... Vous êtes à la 3e génération, donc le sujet s'est déjà posé au moins à 2 reprises. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'au sein de la famille Serraj, on a développé finalement, parce que vous êtes un cas de succès, vous développez à l'international, vous avez une unité de production industrielle pour adresser des besoins en croissance, notamment du B2B, etc. Donc, on peut, à date, je dois imaginer qu'il doit y avoir beaucoup de challenges, etc. Mais c'est un beau cas de réussite. Donc, après 2 générations, est-ce qu'aujourd'hui, on a la recette, non pas celle des petits gâteaux délicieux, mais la recette de la transmission d'entreprise? Je ne sais pas s'il y a une recette miracle, mais en tout cas, je pense que moins il y a de successeurs et plus il y a de taux de réussite, ça c'est sûr. Donc vous adoptez la politique de l'enfant unique dans la famille Serraj. Voilà, ça c'est Là on est 2 frères, donc ça va jusqu'à présent, ça se passe relativement bien, Alhamdoulilah. Mais avec mon frère, on a eu une discussion il n'y a pas très longtemps, parce qu'il a 3 enfants, j'en ai 2 jusqu'à présent, donc on parle encore d'une succession peut-être à 5, 6, là ça deviendra peut-être beaucoup plus difficile. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est
Bon, on parlait du nombre, c'était pour rire, mais c'est vrai qu'après, il faut bien structurer les choses. Nous, après le décès de mon papa, c'est vrai que les choses, il les avait bien structurées avant de partir. Et il a essayé de bien gérer, comme on en parlait tout à l'heure, cette transmission. La transmission, dans le cas d'une famille nombreuse, devient un petit peu difficile. Ou aussi dans des entreprises où la taille de l'entreprise est grande, où il y a des cadres, comme disait Madame tout de suite, c'est vrai que les choses se compliquent de plus en plus. Mais dans notre cas, on est arrivé à un moment où l'entreprise avait une taille relativement moyenne, où il y avait encore des choses à faire et on était, on va dire, 2 successeurs. Mon frère est arrivé avant moi, donc il avait déjà constitué une base et il s'est mis déjà sur le haut du podium. Donc forcément, l'arrivée d'une deuxième personne à ses côtés était pour se mettre à ses côtés et non pas au-dessus ou au même niveau. C'est des choses qu'il faut des fois accepter. Il faut dans une idée de succession pouvoir se mettre en tête que si on est 2 ou 3 ou 4, qu'il faut finalement hiérarchiser aussi cette partie. Se dire, on est 4 frères, on est 3 cousins, ou on est 3 associés. Il va falloir que chacun puisse montrer ce qu'il sait faire. Par exemple, nous, on est 2. Moi, je suis une personne qui va avoir un esprit très, très humain, très social, où je vais plus gérer la partie RH et la partie développement. Mon frère va plus gérer tout ce qui est business, on va dire la relation avec les fournisseurs, tout ce qui est relation également avec les clients, recouvrement, etc. On a 2 caractères complètement différents, mais très complémentaires. Il faut essayer de faire un état des lieux, se faire accompagner, comme on disait tout à l'heure, pour pouvoir déceler dans chacun les qualités, les points forts et les points faibles pour qu'on puisse, dans l'ensemble, comme disait Hamza, il y a des choses qu'il aime faire que sa sœur n'aime pas faire, et finalement, pouvoir se parler et se dire, et qu'on puisse dévoiler chacun de nous ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire, c'est ce qui nous mènera à que chacun puisse s'occuper des choses qu'il sache faire et qu'on puisse avancer ensemble. Créer de la valeur finalement. Alors, Reda, si tu permets, je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Serge, parce que c'est des choses qui existent également aujourd'hui dans des sociétés. Alors, dans leur cas, ça s'est très bien passé puisqu'il s'est très bien entendu avec son frère. Je voulais juste préciser un tout petit point, c'est que qui dit égalité ne dit pas forcément équité. Et je vous donne juste un exemple. Moi, il y a des sociétés dans lesquelles j'ai vu justement, par exemple, des frères prendre la gestion d'entreprise. Et ils se retrouvent en fait avec une répartition de pouvoir égale, sans séparation sans préciser les attributions de chacun, sans préciser ce que peut faire ou ne peut pas faire chacun. Et donc l'entreprise s'en trouve un petit peu prisonnière. Et à un moment donné, ils se sont retrouvés dans des situations de blocage parce que l'un voulait partir à droite, l'autre voulait partir à gauche. Donc pour rebondir un petit peu sur les meilleures structures qui permettent d'assurer la transmission, il n'y a pas une recette magique. Il y a plusieurs façons de faire. Dans des groupes qui sont un peu plus sophistiqués, on peut avoir recours à des structures un peu plus formelles, donc un conseil d'administration avec des sous-comités ou des choses comme ça qui peuvent encadrer, occuper, et puis l'équipe managériale qui est un mix entre peut-être la famille ou les cadres expérimentés, la jeunesse et l'expérience. Comme on peut avoir des structures moins formelles, dans lesquelles on a un dirigeant qui est peut-être jeune, qui est intéressé par reprendre, et qui se fait accompagner par ce qu'on pourrait appeler, on en a parlé ce matin, un mentor, ou quelqu'un qui serait quelqu'un de plus d'expérience et qui serait, dans le rôle serait aussi d'éclairer, d'éviter les erreurs de parcours, etc. Donc comme on en a parlé avec Nathalie, il y a plusieurs recettes pour un objectif qui est le même finalement. Je reviens vers Hamza pour te poser la question. On a parlé de la gouvernance, mais on a évoqué très rapidement, sans rentrer dans le texte, pour ça que je souhaite revenir sur ça, sur la notion de vision. Avoir une vision commune, ça peut se disait qui veut partir à droite, à gauche, ça peut être le cas de Reda Serrej et de son frère, ce sont les... Mais ça peut également peut-être être le cas entre le fils et le père au moment où vous cohabitez ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes clair sur justement une vision par rapport à ce groupe, par rapport à comment vous allez y aller, sachant qu'il y a l'enjeu de la pérennisation, mais également de la transmission. Et les deux s'invitent finalement dans cette réflexion. Déjà, on peut avoir une vision, mais c'est pas suffisant, parce qu'après, il faut vivre la vision. Des fois, on a
vision qui est écrite. La vision d'atelier et la vision réelle. Moi, je parle de la vision réelle. Alors pour la vision réelle, dans notre cas, c'est un exercice qu'on a fait au niveau d'abord du comité de direction. On a été accompagné par un externe. Donc là, je voudrais souligner aussi le rôle des externes dans ces sujets. Donc c'est dans notre cas, dans notre organisation, on a des administrateurs indépendants qui nous permettent disons, de donner un regard extérieur, de jouer le rôle de médiateur, parce qu'on peut ne pas avoir les mêmes visions, mais après, on se challenge, chacun. Bien sûr, il ne faut pas que le fondateur soit un général. Heureusement, dans notre cas, je pense que c'est pas le cas. Donc, on aime bien, disons, chacun va apporter ses arguments, et ça va être un jeu sain. Et à la fin, même si bon, on va trouver disons, une voie commune. Et même quand on va aller vers cette vision, on va être OK avec le risque. Donc, si on se plante, ben au moins on se plante tous et on est solidaires. Et on est solidaires. Donc ça, par exemple, avec ma sœur, quand on prend des décisions et qu'elle implémente la décision dans son périmètre, et que bien sûr c'est très dynamique, donc on peut changer. Je vais pas aller la voir et oui, et moi je t'avais dit c'était pas ça. Non, quand on prend une décision, on est tous OK avec ces décisions, et si on se plante tous. Et de toute façon, la vie d'une entreprise, c'est ça. Il y a toujours des succès, des échecs, et il faut rebondir de ces échecs. Donc, pour revenir à ta question, oui, la vision, c'est un exercice dynamique. D'ailleurs, le mois prochain, on va refaire un atelier pour voir où est-ce qu'on en est par rapport à cette vision. C'est une vision qu'on a construite, donc qui est partie du fondateur, où on a adhéré, mais qu'on a ensuite déconstruite pour la partager avec nos collaborateurs. Donc on a fait un exercice avec de mobilisation une trentaine de cadres pour aussi écouter leurs idées, parce que des fois, il y a des très bonnes idées qui émanent des cadres, et encore une fois, on voit la pérennité de l'entreprise et le long terme. Merci Hamza. Alors j'en profite, c'est Ibrahim, on n'avait pas prévu, mais je vais me permettre de vous interpeller par rapport à ce que nous dit Hamza, ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, parce qu'on a la chance d'avoir un patron d'entreprise fondateur sur lequel cette problématique doit vous parler certainement. Que pensez-vous de ce qu'on est en train de raconter depuis tout à l'heure? Bon, bonjour. D'abord, je voudrais un peu recadrer ce que disait Hamza par rapport au fait que Hamza n'est pas la deuxième et la troisième génération. Je considère que c'est mon père qui a créé ça. C'est vrai que depuis le départ, j'ai été très actif et c'est moi qui portais le projet. Je donne la paternité à mon père de ce projet. Dans le même cas qu'on a co-créé ensemble, on a co-créé avec lui. Maintenant, il est vrai que donc il y a eu une transmission réussie, je dirais, parce que en 2007, j'ai racheté les parts de mes sœurs et de mon frère, en partie parce qu'on n'avait pas la même vision. Et c'était difficile parce que on a l'impression que quand on quitte l'entreprise familiale, c'est perçu comme une forme de trahison. Donc là, c'était difficile, mais à partir du moment où, en tout cas pour moi, la valeur fondamentale, c'était la liberté d'agir, surtout qu'on n'avait pas les mêmes, je dirais, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus engageant dans le risque, je me considère que je suis plus innovant, et donc il y avait un décalage par rapport à la vision. C'était important pour moi, pour ma survie, de sortir de l'entreprise familiale. Donc c'est une forme, à mon avis, et j'ai payé le prix pour le faire, parce que pour moi, il y avait la liberté de continuer dans mes projets, ou de me retrouver coincé avec la famille avec laquelle je partageais pas la même vision. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est vrai que la transmission se fait aussi, c'est pas seulement, on va dire, un héritage du vivant, c'est aussi une transmission, c'est dans les valeurs, c'est dans le comportement, c'est dans l'attitude. Et après, il se trouve que mes enfants m'ont rejoint, alhamdoulilah, sans que je leur demande, ça s'est fait naturellement.
Et heureusement qu'ils l'ont fait parce que bon, je prends de l'âge et j'ai plus la même énergie d'avant. Et en fait, ce qui fait la réussite de l'entrepreneur, c'est ce qui fait son échec. C'est qu'à un moment donné, l'entreprise grandit et qu'il faut stabiliser les process. On doit faire appel à des gestionnaires. Et alors qu'un entrepreneur, il a tout le temps des idées, que ça marche ou que ça marche pas, il veut les développer, il veut les appliquer. Donc c'est deux profils différents et quelque part, c'est une transmission qui est nécessaire pour la survie de l'entreprise. Après, au niveau de quelque chose qui est important, c'est qu'on évite de parler business à la maison, ça c'est très important. Après, bon, et c'est vrai il peut y avoir moi je viens peut-être avec 35 ans d'expérience dans un métier difficile qui est la fonderie. Eux, ils arrivent, ils connaissaient rien à la fonderie, donc peut-être que la première chose qu'ils voulaient faire, c'est dire, écoute, la fonderie, on arrête. Bon, après, c'était un challenge pour les convaincre et on a amené un administrateur indépendant qui a essayé aussi de nous accompagner pour pouvoir créer une vision que moi, peut-être, bon, c'est vrai, quand il y a une relation père-fils ou père-fille, on est des fois dans la confusion des gens. Bon, attention, tu t'adresses à ton père ou tu t'adresses à ton boss. Donc ça fait des confusions de gens. Des fois, l'émotionnel, il prend le dessus. Mais généralement, bon, je trouve que c'est formidable de pouvoir transmettre en fait, c'est une alchimie qui se fait avec cette nouvelle génération pour apporter une vision nouvelle. Voilà. Merci Sislaoui pour ce témoignage. Oui, vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. Quand je reviens vers toi, Badr Sibba, donc l'académicien, toi, je te voyais vouloir réagir pour commenter un peu ce que disait. Ce sont deux business cases que tu n'as pas encore traités, donc le cas Mafoder et le cas Serrej. Tout à fait. C'est deux cas de réussite et lorsqu'ils évoquent les raisons de réussite, moi ça m'interpelle les résultats de nos études. Malheureusement également il y a l'échec, mais je parlerai d'abord de la réussite. Lorsqu'on parle de la transmission, il y a en fait la rencontre entre deux volontés. La volonté du prédécesseur à transmettre, mais également un successeur qui veut prendre l'entreprise. Cet héritage qui est un peu particulier, c'est pas des appartements qu'on va hériter et qu'on va toucher du loyer à la fin du mois, c'est pas des rentes, mais c'est un actif risqué et un actif qui nécessite également une création de valeur pour la pérennité. Et là, est-ce que vous avez dans le cercle de la famille quelqu'un qui est prêt à prendre cette responsabilité et prendre du risque au niveau de l'actif, mais également du niveau du passif de l'entreprise, parce que tout à l'heure, Nathalie a parlé de la fiscalité. Malheureusement également au Maroc, dans la phase de transmission, s'accompagne le plus souvent par des vérifications. Lorsqu'on vend l'entreprise, tu as le vérificateur qui en fait va chercher dans l'historique de l'entreprise est-ce que tout se fait en état de l'art. Et malheureusement, lorsqu'on parle à des chefs d'entreprise, on le sensibilise à ce point qu'il faut, dans la phase de la préparation de la succession, il faut assainir les comptes, baisser le risque fiscal, parce que vous voulez transmettre, il faut la transmettre dans la sérénité. Il faut transmettre un actif à la nouvelle génération et leur permettre l'avancement et non pas un risque fiscal en fin de compte. Lorsqu'on parle également des facteurs clés de succès, on parle du successeur. Le successeur, on avait fait des études sur les profils du successeur, comme on l'a fait pour le profil du prédécesseur, on le fait également sur le successeur. Et là, le constat qu'on relève le plus souvent, c'est l'erreur à ne pas commettre, c'est donner la responsabilité à des successeurs fraîchement diplômés et de les intégrer directement dans l'entreprise pour prendre des responsabilités au niveau du top management. Ça, c'est un facteur d'échec. C'est un facteur d'échec. Avéré. C'est pas juste un ressenti. C'est pas juste un ressenti. D'accord. Avec des cas réels, avec des études de cas. Et le cas le plus souvent rencontré dans les réussites de la transmission d'entreprise, c'est des successeurs qui ont prouvé, d'abord, qui ont accumulé de l'expérience et de préférence ailleurs à l'entreprise et pas dans l'entreprise familiale.
et qui n'ont intégré que par la suite l'entreprise familiale avec ce capital expérience qu'ils ont transmis justement pour donner de nouveaux sens au sein de l'entreprise. Donc voilà, vous avez ces deux types de profils qui ressortent le plus souvent des études. Après, j'aimerais bien parler également lorsqu'on parle de transmission, c'est pas forcément dans le cercle de la famille. Des fois, ça arrive le plus souvent que aucun membre de la famille ne veut reprendre l'entreprise parce que tout simplement il a choisi d'autres voies, d'autres études et qu'il s'épanouit dans ce qu'il sait faire. Dans ce cas, il faut que le dirigeant également accepte la possibilité de transmettre à l'extérieur, d'en transmettre à des tierces personnes, que ce soit à des personnes physiques, d'autres entrepreneurs qui acceptent de reprendre l'entreprise, ou bien à d'autres entreprises morales dans le cadre des fusions. Dans ce cas, il faut également préparer l'entreprise à cette phase. Ça se prépare également, parce que mon collègue a parlé de l'évaluation de la valeur. On sait que les financiers, la valeur n'est pas seulement patrimoniale, c'est pas le patrimoine, mais la valeur dépend de cet actif immatériel, la capacité de l'entreprise à générer des résultats. Et vous avez un facteur clé de l'entreprise, c'est le cédant. Le cédant est un actif immatériel. Donc, s'il souhaite vendre la société et que tout tourne autour de ce cédant, ça ne rapportera pas autant. Ça dévalorise l'entreprise. Il faut, en amont, si on a si on veut cette option, si cette option est plausible, il faut préparer cette option. D'abord par gérer les résultats pendant les années qui précèdent la cession, parce que c'est ça qui va valoriser une entreprise performante rapporte plus qu'une entreprise non performante, même s'ils ont le même patrimoine, même s'ils sont dans le même secteur d'activité. Et il faut structurer l'entreprise avant la vente. Il faut qu'il tourne autour de ses chefs de service, autour de ses instances, que autour du cédant. Très bien. On revient tout à l'heure sur Amine qui parle de... on passe à... on garde le micro. Mais tout à l'heure, Amine va nous parler du concept embellir la mariée, c'est ça? Parce que lui, il fait ça. Beauté à la mariée. C'est faire une beauté à la mariée. Une beauté à la mariée. Tout va bien. Et donc, Nathalie, tu voulais réagir par rapport à ce que disait le professeur Abbas sur... Écoutez, quand on parle de valeur d'entreprise, le souci des chefs d'entreprise, c'est que c'est une valeur affective. Il y a la valeur affective, c'est sa perception de ce que... Il y a tellement un gros attachement à son entreprise qu'il la surévalue. Première valeur. Deuxième valeur, c'est les besoins à la retraite. Alors, quelqu'un qui a mal planifié son indépendance financière, moi je dis toujours... Sur la fin de votre travail, vous devriez être dépendant à 30% de la vente de votre entreprise. Parce qu'une PME, c'est le placement le plus risqué que vous pouvez avoir. Alors, c'est pas parce que c'est une question de transmission, c'est une question que c'est risqué, une PME. Alors, à ce moment-là, si les gens ont mal planifié leur indépendance financière, ils vont vouloir avoir une valeur pour continuer à assumer leur coût de vie. Alors, s'ils décident que c'est, je sais pas moi, 2 millions de dirhams qu'ils ont besoin, ils vont dire, je veux 2 millions de dirhams. L'entreprise fait, walou. Mais ils veulent 2 millions parce qu'ils n'ont pas planifié ça. Donc ça, c'est une valeur, et c'est plus affectif. C'est un besoin à la retraite. Alors, c'est mécanique, hein. Faire une évaluation d'entreprise, c'est pas sorcier. C'est une interprétation de certains résultats. Alors, je donne un exemple, des salaires sous-évalués par les dirigeants parce que X, Y raison. L'évasion au niveau on parle de beauté à la mariée, on peut se dire les vraies affaires. C'est tout ce qu'on appelle l'économie souterraine. Ça affecte énormément la valeur. Ça fait que si on veut faire une beauté à la mariée, il faut redresser. Il faut redresser les ventes et les dépenses. Il faut se payer le juste... Si vous payez pas le juste salaire, parce que justement, écoutez, j'ai été élevée, moi, dans cette dynamique-là. Quand j'étais jeune, on faisait des ventes... les systèmes informatiques n'existaient pas. J'ai 55 ans, alors, au commerce de détail. Ce qui fait que le chef d'entreprise s'habitue à payer son coût de vie avec cet argent-là. Mais à la retraite, il faut 2 fois plus d'argent. Alors souvent, il planifie mal
sa retraite, dans le sens où s'il retire, je ne sais pas moi, 50 000 €, ben pour générer 50 000 € avec votre taux d'imposition, peut-être que c'est 100 000 de remplacement qu'il va falloir avoir. La planification de la retraite, elle devrait se faire avant les 50 ans d'une personne. C'est du placement à long terme. Si on revient, on a parlé de... J'ai bien aimé Ibrahim parce qu'il a été d'une vision extraordinaire de racheter sa famille. Moi, par testament, vous appelez nous, on francise le trust, on appelle ça une fiducie. Par fiducie testamentaire, quand mon père est décédé, j'avais 12 ans. Donc, j'ai été associée avec mes frères et sœurs. Je suis la 6e de 6 enfants. Bon, et je suis une fille aussi. Bon. Et je suis aussi de l'époque où il y avait une justice pour les garçons et une justice pour les filles. Hein? Ce qui fait que dans ce testament fiduciaire-là, je suis devenue associée avec mes frères et sœurs sans les avoir choisis comme actionnaires. Et ça a été fait par... mon père est décédé à 46 ans. Il s'est noyé à Acapulco. Donc, ça peut arriver n'importe quand. Et l'année d'avant, il avait refait à 45 ans, bon, 2 entreprises, 6 enfants mineurs à l'époque. Il avait été très, très avisé de refaire toute la sécurité de la propriété, c'est-à-dire testament, assurance. Ça avait été, ma mère avait une procuration à l'époque, elle pouvait agir de son vivant, ce qui était excessivement rare. Je vous dis, ça fait une quarantaine d'années de ça, c'était exceptionnel. Donc, mes parents avaient été très avisés de se prémunir contre tous les risques. Et c'est arrivé, effectivement. Ce qui m'a permis de faire de magnifiques études à HEC, tout frais payés, parce que avec le décès d'un chef, il peut y avoir la mort d'une entreprise. Et ce que je trouve intéressant aussi, les conflits dans les entreprises, là, c'est pas compliqué. Une famille toxique, je vous parle pas de dysfonctionnelle, parce que 80% des familles québécoises sont dysfonctionnelles. Hein? C'est pas un manuel, un guide de l'emploi. Puis ça fonctionne comme le manuel, là. Hein? C'est dysfonctionnel, c'est une chose, mais toxique, c'est autre chose. Donc, une entreprise, une famille toxique, ça ne fait pas une entreprise familiale fonctionnelle. Alors, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? On transfère une culture, des valeurs communes et partagées. Des croyances d'affaires. On parle jamais de croyances d'affaires. Est-ce que pour toi, le client a toujours raison? Pour moi, c'est non. Le client n'a pas toujours raison. Alors, chacun interprète ses valeurs et ses croyances, et la vision, la raison d'être d'une entreprise, ces 4 éléments-là sont des sources de conflits majeurs. Je dirais que 60% des conflits viennent de la culture. Ensuite, c'est la relation à l'argent. On voit la vraie valeur des gens quand on a la main dans leur poche. Hein? Vous avez des gens qui sont profiteurs, des gens radins. Hein? Alors, quand on a des justices égalitaires, c'est-à-dire des postes égaux ou des coprésidents, exemple, des salaires égaux, tôt ou tard, la justice égalitaire qui a fonctionné, si on change, on intègre la relève, ça va être plus difficile. Parce que si ça se maintient, cette justice égalitaire-là, salaire égal, ça a fonctionné pendant 20 ans, et il y en a toujours un qui a l'impression que ça n'a pas été équitable. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui prenait, 14 semaines de vacances, rentrait pas le matin, contribuait pas, mais on s'est habitué dans ce dysfonctionnement-là. Alors, quand la relève arrive, professionnalise, on a 2 relèves moi je suis une profileuse, donc avec des profils de personnalité, mais complètement différents. Il est certain que du côté gauche, les Slaouis, c'est clair lui, il veut professionnaliser l'entreprise. Donc, il va mettre de la rigueur. Et ils sont allés chercher des externes. On appelle ça des comités consultatifs chez nous. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ça met, je trouve, de la délicatesse dans la communication. Parce que quand on est une famille, on se parle mal. On se parle directement, mais souvent, on se blesse. Alors, je pense qu'un des facteurs de succès, c'est l'amour qu'on a pour les autres. C'est la bienveillance qui va faire la différence. C'est de l'aimer plus quand il est pas gentil, d'être bienveillant quand il est malade, de lui dire, on va quand même te payer ton salaire si tu es malade, mais pas pendant 25 ans. Tu comprends? Oui. C'est d'être là pour l'autre, être solidaire. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on est obligé, quand on est des relèves cédants,
ou un comité de direction, on a l'obligation d'être solidaire. On sort d'un comité de direction, on n'était pas d'accord. Tout le monde veut avoir de l'information partout. Et il y a quelqu'un qui dit, on a pris cette décision-là, mais moi, j'étais pas d'accord. Alors, qu'est-ce qui se fait? Il se fait des clans dans l'entreprise. Ça commence par la direction. Alors, et de se faire accompagner. Nous, si c'était à refaire, notre entreprise familiale, si on s'était fait accompagner, on aurait eu beaucoup moins de prise de tête. Et par contre, on est encore une famille, parce que moi, je voulais avoir une famille, on a nettoyé tout ça. Mais moi, j'ai fermé l'entreprise en 2001, et je vous dis que c'est une expérience extraordinaire, professionnelle. C'est pas, honnêtement, sur le moment, c'est pas le plus beau party de ma vie, mais ça a été une expérience très, très gratifiante. Et je vous dis que même si je m'entendais pas avec mes frères et sœurs, on a tous été solidaires pour arriver à liquider les actifs de l'entreprise. Il faut absolument préserver la famille. Merci Natalia. Oui, vous pouvez l'applaudir. Siami, tu accompagnes les entreprises et des fois on te dit, bon, on veut passer à la transmission, peu importe, familiale, pas familiale. Et tu parlais de ce concept d'embellir la mariée. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots avant qu'on ouvre les questions pour la salle? Alors, je n'ai pas parlé d'embellir la mariée, mais de maximiser la valeur. Parce que dans le côté embellir la mariée, il y a un petit côté escroquerie. Ah, ça, c'est toi qui le dis, hein, moi. Non, mais quand on est sur le marché, quand on dit ça, généralement, il y a un côté escroquerie que je préfère éviter. Non, alors, plus sérieusement, et en fait, il y a deux logiques simples. Un patron d'entreprise, le changement, soit il le subit, soit il le pilote. Et quand il s'agit de transmission d'entreprise, il est beaucoup plus intéressant de piloter un changement. D'accord? Donc ça, c'est la première des choses. Moi, j'ai très souvent des gens qui viennent me voir, qui sont malades ou qui sont je ne sais quoi, qui te disent, moi, j'ai besoin absolument de transmettre mon entreprise tout de suite. Alors, il va tomber sur plusieurs catégories de gens. Il y a ceux qui vont leur dire oui, ils vont lui promettre monts et merveilles, etc. Et ça va se faire dans les 3 mois et tu auras ton argent, tu auras aux Bahamas, etc. Sauf que dans notre marché, tout se passe plus lentement qu'ailleurs. On est conscient. En général, une opération de transmission, en moyenne, c'est 2 ans. Et je pèse mes mots. C'est 1 an et demi à 2 ans. D'accord? Donc ça, c'est la première des choses. Une opération de transmission, ça se prépare. Et c'est ce qu'on appelle embellir la mariée. Quand on dit que ça se prépare, généralement, nos entrepreneurs sont très souvent des capitaines d'industrie ou des gens qui ont évolué seuls, donc qui font à peu près tout eux-mêmes. Ils ont cette capacité à faire. Et des fois, ils n'ont pas cette voix écho ou ce miroir qui les aide un petit peu à voir les choses différemment. Donc, quand on parle de transmission, ils ont besoin de se livrer, ils ont besoin de ce miroir externe, ce miroir qui va challenger un petit peu, et ce regard externe qui va surtout leur permettre d'avoir une vraie notion de ce que vaut leur entreprise, de ce que vaut sa stratégie d'entreprise, etc. Donc, quand on parle d'embellir la mariée, c'est d'abord évaluer un petit peu la qualité de la stratégie, la qualité des actifs, la qualité, on va dire, immatérielle qui se retrouve dans les ressources humaines ou autres, et voir quels sont les moyens d'optimiser, quels sont les leviers pour optimiser la stratégie, sans que ce soit qu'on soit dans des délires stratosphériques qui vont nous prendre 6 ans. Des fois, il y a des ajustements tout simples qui permettent de maximiser la valorisation d'une entreprise, ou en tout cas ce que va avoir un actionnaire dans son patrimoine. Et donc, c'est l'ensemble de ces choses-là qui nous permettent de parler d'embellir la mariée. Voilà. Merci Siamine. Donc, on ouvre les questions à la salle. Est-ce qu'il y a des questions à nos intervenants, des interpellations, des réflexions que vous souhaitez partager? Pas tous à la fois. Sinon, je reviens, tant que vous méditiez peut-être. Il y a une question? Oui. Bonsoir tout le monde. Déjà bravo. Je remercie aussi les organisateurs et les intervenants. Moi, je dirais pas forcément que j'ai en tant que consultante coach, surtout dans le monde de l'entreprise, et puis j'en ai dû quand même accompagner des dirigeants par rapport à ces problématiques et ces questions. Vraiment, c'était très riche le débat, et vraiment, surtout les complémentarités et les témoignages et les contre-témoignages, c'était extraordinaire. Peut-être, j'ai pas forcément une question, plutôt un petit
réflexion, quand vous avez parlé au niveau de la gouvernance, ouvrir à des externes, surtout aujourd'hui, tout ce qui est administrateur indépendant, c'est devenu carrément métier, même avec des formations certifiantes. D'ailleurs, il y a au Maroc, on a une première école, il y avait quelques années qui vient de s'installer. Et c'est important de voir justement ces regards et croiser ce regard, quelqu'un d'externe, surtout dans une structure familiale. Où il y a, voilà, ça a été dit, il y a l'émotion, il y a beaucoup de choses il y a l'historique aussi familial, il y a une relation qui est bien rodée, qui est bien banale ailleurs, mais pas forcément dans le monde de l'entreprise. Et donc cette ouverture, elle vient vraiment renforcer. Aussi faire appel à des experts quand il le faut, que ce soit des intervenants, des consultants, comme vient de dire Natalienne aussi. Et peut-être un petit détail quand j'ai toujours rencontré, peut-être vous le connaissez, surtout les dirigeants, avoir un chiffre plutôt impair au niveau d'une gouvernance que plutôt un chiffre pair. Quand il y a 2 ou il y a 4, en cas de blocage, c'est normal. Moi, je veux noir, l'autre il veut blanc, ça peut. Mais on a toujours recommandé ça. Et quand il y a un chiffre impair, à un moment donné, il faudra peut-être passer au vote. Et puis, voilà. Et puis, ça tourne. C'est pas pour créer des clans, loin de là encore. On n'est pas tombé encore dans avoir des clans au niveau de la gouvernance qui vont justement se cascader. Mais c'est à ce niveau-là. Donc, moi, je voulais encore remercier. Et voilà. Merci à vous. Merci pour ce partage. Oui, voilà. Merci. Des questions, des interrogations? Alors, du coup, je me retourne vers mes... Oui, si je vais te donner la parole. Alors, je te laisse parler et après je poserai ma question. Moi, il y a juste une piste qui me tient à cœur, que je tiens à exposer à chaque fois qu'on parle de la transmission, qui est malheureusement moins développée au Maroc, c'est la transmission aux salariés. Le nombre de transmissions aux salariés est très très modeste au Maroc, alors que ça marche ailleurs, ça marche au Canada, ça marche en France. Il n'y a pas de raison que ça marche pas au Maroc. En fait, lorsque le dirigeant d'entreprise familiale ne trouve pas de successeur au sein de la famille, il est tout à fait possible de voir comment transmettre la société via des opérations qui sont possibles juridiquement, les opérations LBO, à l'aide du système bancaire. C'est que les salariés, en fin de compte, vont créer une sorte de holding. Si on est dans un système plutôt capitalistique, c'est une holding, ça veut dire le prix d'acquisition va être financé par le système bancaire, et puis le remboursement de la dette va se faire par l'exploitation de l'entreprise. Et ça permet une retraite aux cédants, et ça permet un transfert du pouvoir vers les salariés les plus fidèles. Ça se fait également en France via des coopératives, ce qu'on appelle les SCOP, les coopératives de salariés qui reprennent la société, qui reprennent l'entreprise par un financement bancaire. Malheureusement, le système bancaire marocain est très réticent à ces modalités. C'est des modalités risquées, mais s'ils sont bien étudiés, ça permet le transfert. C'est pour ça, on a parlé tout à l'heure du pouvoir public. Malheureusement, on voit que les pouvoirs publics accordent beaucoup d'importance aux groupes étrangers, les multinationales. Or, quand c'est les multinationales, ils sont dans notre pays, mais ils n'hésiteront pas, s'ils trouvent d'autres avantages, notamment des avantages en matière de fiscalité, de changer le territoire et aller ailleurs. Mais la vraie entreprise qui est enracinée dans son environnement et qui reste et qui pense à la deuxième et à la troisième génération, c'est l'entreprise familiale marocaine, et on doit créer un ensemble de mesures qui favorisent en fait et qui permettent la pérennité de ces entreprises. Parmi ces mesures, c'est l'accompagnement au niveau de transmission, encourager le système bancaire pour financer ce type d'opération et créer une sorte d'observatoire. Ça manque au Maroc. On ne sait pas aujourd'hui quelles sont les entreprises qui veulent céder. Est-ce qu'on peut, les chambres de commerce peuvent jouer justement au niveau des régions, peuvent jouer ce risque. On a la caisse centrale de garantie qui a créé d'Aman Transmission, qui permet la garantie à hauteur de 60%, mais encore une fois, les montants sont très modestes. Le plafond, c'est à 10 millions de dirhams et financé à hauteur de 60%. Donc le pouvoir public a un rôle à jouer face à cet enjeu national. Voilà.
Merci. Alors, juste un petit commentaire par rapport à ce qu'a dit Sibadr, je suis totalement d'accord avec tout ça. Je rajouterai juste une autre perspective, qui est que aujourd'hui, la transmission, c'est l'affaire de tous. Et le parent pauvre, dans le marché, quand on parle de transmission d'entreprise, le parent pauvre aujourd'hui, c'est les sociétés peut-être qui font moins de 100 millions de dirhams, on va dire, qui ne trouvent pas. Moi, je suis patron d'une entreprise, je veux reprendre telle société, ou je suis salarié, je veux reprendre telle société. Je ne vais pas trouver de financement parce que, le système bancaire ne joue pas le jeu, mais ce n'est pas le seul membre de l'écosystème. Pour ce qui est de la CCG, il faut redynamiser tout ça parce que son efficacité reste à prouver. Et puis, il y a une troisième catégorie parce qu'on doit parler d'un écosystème de financement. Il y a tout ce qui est, par exemple, fonds d'investissement, tout ce qui est family office, donc des groupes familiaux ou autres, qui peuvent contribuer à ce genre de reprise et de financement. Et là, je pense qu'il faut qu'on puisse faire notre autocritique. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est que notre degré de tolérance au risque, notre degré, on va dire, notre capacité à financer des projets risqués, en tout cas, je parle des grandes fortunes, des gens qui ont de l'argent à mettre, etc., n'est pas élevé. Et donc, quelque part, il n'y a pas uniquement qu'un intérêt financier à le faire, il y a aussi un intérêt national. C'est de l'ordre du patriotisme. Préserver ces entreprises, c'est d'abord préserver l'économie nationale. C'est permettre à des familles de pouvoir être nourries. C'est permettre à des emplois d'être préservés. Et ça, il faut qu'on y réfléchisse d'abord avant de réfléchir risque ou autre. C'est vraiment un point sur lequel j'aimerais vraiment insister. Merci. Je vais faire du pouce sur ton intervention. Au Québec, le développement de l'expertise sur la transmission d'entreprises familiales a pris son envol vraiment avec la famille de Gaspé-Beaubien, qui avait une entreprise très grosse de télécommunications et les deux parents étaient des gens très scolarisés, père et mère. Alors, la mère qui était aux ressources humaines VP, c'est une doctorante américaine, mariée avec un Québécois, et ils ont, eux, pendant des décennies, cherché, testé, éprouvé toutes les modélisations de transmission d'entreprise parce qu'ils avaient ce besoin-là dans leur entreprise. C'était une entreprise familiale. Donc, ils se sont intéressés à ça et ils ont transféré leur expertise parce qu'ils étaient vieillissants. Maintenant, monsieur de Gaspé-Beaubien a 92 ans et madame a 85 ans. Alors, il y a à peu près 20 ans, je dirais à peu près 20 ans, oui, ils ont transféré leur savoir à un fonds d'investissement qui s'appelle le Fonds de solidarité. Ça n'a pas fonctionné. Alors, Gaspé-Beaubien, un bon entrepreneur, il a dit, bon, tassez-vous, je reprends mes jouets et je repars. Il a repris son expertise et il est allé voir HEC et McGill, les deux universités, et il a donné le matériel, et il a donné le savoir à McGill et HEC. Maintenant, ce qui m'amène à dire, la deuxième niveau maintenant, les familles en affaires HEC McGill sont financées par des grandes familles. Les Saputo, les très grandes familles du Québec, le Québec Inc. Finance les chaires de recherche et la Banque nationale, d'ailleurs, eux, sur l'entrepreneuriat. Alors, le Maroc a des grandes familles. Je pense que c'est leur rôle social, moi. Que ce soit les Inibert, les Arnouch et compagnie, et de redonner à la communauté, ils vont avoir aussi ce problème-là. Alors, nous, c'est les grandes familles du Québec. Les Molson, c'est je sais plus combien, 300, 400 ans, les Molson. C'est la plus vieille famille de transmission d'entreprise de la bière. Des brasseurs, qui est une famille très riche, qui finance également HEC McGill dans la transmission. Alors, ceci étant dit, il y a le public, parce que les gouvernements, c'est très long, mais il y a aussi les gens d'affaires qui, eux, sont beaucoup plus réactifs, qui peuvent financer monsieur, qui a monté des programmes, ce qu'on appelle des parcours, et que les entreprises familiales puissent au moins aller se conscientiser, démarrer le processus, puis ensuite, de se faire accompagner, parce que je me dis, dans la vie d'une entreprise, on peut pas avoir juste toujours les mêmes. C'est pas comme un expert comptable, hein, on fait affaire avec un expert comptable. Je pense qu'on peut avoir différents intervenants, il y a différentes énergies dans différentes étapes de la vie, la transmission. Je vous répète, former une équipe de direction en transmission, ça prend 5 à 7 ans. Alors, donc, je peux avoir des affinités avec le père,
Je peux avoir aussi uniquement le père m'aime pas, mais avec les enfants, c'est important qu'il y ait un consensus sur je l'aime. Moi, c'est la première chose que je veux valider. Est-ce que vous m'aimez? Et est-ce qu'après ça, la deuxième question, c'est est-ce que je vous aime? Un client, n'oubliez pas, le coefficient de difficulté en service conseil, en transmission d'entreprise, c'est le plus élevé, je pense. Parce qu'on joue avec la vie des gens, on joue avec le patrimoine, mais on vit, et c'est un engagement moral très important. Fait que si je les aime pas, un client, c'est un adolescent. Un adolescent, il faut l'aimer plus quand ça va pas bien. Alors, si moi, à la base, j'aime pas mon client, je voudrais pas l'aider quand ça va mal aller. S'ils ne m'aiment pas, ils seront pas coachables par moi. Ensuite, est-ce que j'ai l'expertise? C'est la troisième question. Si le problème, c'est un problème de toxicomanie, écoutez, c'est une cure de désintox qu'il faut, là. C'est pas et la relève est dans l'entreprise. Là, on parle de dysfonctionnement, mais là, on est dans une autre sphère. C'est pas la même chose. Voilà. Merci, Natalia. Toujours pas de questions dans l'audio? Si, on a une question ici. Je suis pas arrivée au début de votre conférence, mais j'ai une question que je ne sais pas si elle est même pertinente. Avez-vous dans vos statistiques le taux de réussite des transferts, particulièrement pour les entreprises familiales ici au Maroc? C'est une belle curiosité que j'ai. Oui, il y a des statistiques que j'ai présentées au début, peut-être qu'il faut les rappeler. Le constat, c'est que 90% de nos entreprises sont familiales. La moitié de ces entreprises arrivent au stade de la transmission. En tant que chercheur, on détecte ça à travers l'âge du dirigeant. Si le dirigeant a 55 ans ou plus, ça veut dire qu'ils vont vivre ce changement de pouvoir dans les 10 prochaines années. Puis par la suite, le taux d'échec existe. On a on va pas dire le 1/3, mais moins que le 1/3, pratiquement 30% de ces entreprises qui réussissent ce transfert de pouvoir et de propriété et de la pérennité de l'entreprise après la première génération. Et on est dans les 14% à la 3e génération. Donc c'est un taux extrêmement faible. Ça doit interpeller les pouvoirs publics parce que c'est des milliers d'emplois. Les secteurs les plus concernés, le secteur du commerce, le service au ménage et du textile. Dernièrement, le textile, on rencontre très souvent ce type de problématique, des entreprises qui ferment, des centaines d'emplois qui vont avec, parce que à un certain moment, on n'a pas pris ce thème de transmission comme un acte de management stratégique. Ça doit faire des domaines de stratégie de la société, prévoir et de planifier la succession. Je pense que dans les difficultés de la transmission, c'est pratiquement impossible de transférer une entreprise dans une industrie mourante. Alors, si le chef veut transférer ses problèmes parce que l'entreprise est en déclin, ça c'est une chose, mais l'industrie est en déclin. Alors, le Québec, on l'a vécu dans le textile. Ma famille, moi, on était dans le textile. Alors, il ne reste au Québec pratiquement rien dans le secteur du textile. Pourquoi? Parce qu'on est plus compétitif en termes de salaire. Alors, l'industrie, il ne reste que des tissus très technologiques, que ce soit dans les fibres ou dans la confection. Alors, quand on veut transférer son entreprise, son canasson, son cheval est mourant, c'est pratiquement impossible. Alors, il va y avoir une attrition normale des secteurs d'industrie parce que, justement, on n'est plus compétitif sur le marché et ça n'a rien à voir avec la transmission. C'est les cycles de vie d'une entreprise. Hein? On est passé la maturité, on est dans le déclin. Alors, est-ce qu'on veut le malheur de nos enfants en transférant une entreprise moribonde? Je suis pas certain que les parents veulent ça. Malheureusement, on le voit même au Québec. OK. Oui, monsieur. Oui. Juste un petit mot. Oui. Au Maroc aussi, il y a un attachement émotionnel au métier de la famille. Et on parle aux dirigeants d'entreprises familiales dans certains secteurs d'activité qui refusent le désinvestissement
sous prétexte que c'est un héritage. Le métier est vu comme un héritage familial et il y a une sorte d'attachement, même si le métier n'est pas rentable, mais on continue à investir dans ce métier et c'est une des raisons d'échec de la transmission par la suite. Bien. Alors, on a couvert beaucoup de sujets. On a parlé d'écosystème et également d'écosystème. Beaucoup dans la table ronde d'aujourd'hui, des conditions fiscales à mettre en place, les mesures d'incitation, d'accompagnement qui peuvent être du domaine du public, mais également du rôle attendu je reprends tes termes, du rôle social des grandes familles, donc dans le privé, pour assurer justement la pérennisation de ce savoir-faire de transmission. 150 000 entreprises qui vont être concernées par la transmission dans les 10 ans qui viennent, c'est ça, Sylvain? Pardon. On a parlé de gouvernance et le rôle des administrateurs indépendants qui peuvent apporter justement de la clairvoyance dans le sujet, l'importance de la vision partagée, l'accompagnement externe, donc l'amour, le coaching, l'expertise, tout ce qui doit venir accompagner ces sujets-là. Les raisons d'échec, on en a beaucoup parlé. Des successeurs sortis d'école, la culture, la préparation. On a parlé des profils et des types de prédécesseurs, mais également de successeurs, hein, avec les différentes catégorisations, et également beaucoup de retours d'expérience de l'international et du niveau local. Donc c'était un débat très riche, un peu une sorte de synthèse par rapport à la session d'aujourd'hui. On arrive vraiment à point par rapport à nos sessions. Il ne me reste plus qu'à remercier sous vos applaudissements l'ensemble de nos intervenants pour leur temps. Natalia, professeur Ba, Hamza Slaoui, Reda Serraj et mon collègue et partner in crime, comme on dit, Amir Lazhar. Donc, mesdames et messieurs, encore une fois, merci pour votre attention et les intervenants sont à votre disposition pendant une pause pour d'éventuelles questions. Et j'appelle peut-être Saad qui va nous annoncer la suite des hostilités et des événements. Merci Reda, merci Amin, qui ont brillamment assuré la conférence sur la transmission d'entreprise. Je remercie aussi les panélistes, qui ont donné de leur temps, leur expertise. Je crois que c'est le sujet. Alors c'est un sujet qu'on n'avait pas prévu au début, mais qui était demandé par la communauté des affaires. Je crois qu'il y a un intérêt de la CGM, et je pense que à l'avenir, on va peut-être aussi le développer. Juste pour vous annoncer qu'il y a une conférence maintenant de clôture. Alors la conférence de clôture, on a 3 trophées qui seront... Enfin, il y aura d'abord les restitutions des travaux, donc les idées maîtresses qui seront sorties des 5 conférences. Donc ensuite, il y aura 3 trophées qui seront, disons, décernés sur... Ces trophées, Smart Trophy, ont été... C'est des entreprises qui ont été sélectionnées à travers un groupe qui a pitché soit au niveau de Réseau Entreprendre, soit à la Factory, soit au niveau de M-Size, plus ceux qui ont pitché à travers le site. On a fait un appel à candidature. Et donc, on en a 3 qui vont être primés. Et les restitutions qui vont être faites par Monsieur Aladdin Tijani, qui va aussi parler un peu de son expérience à travers un projet qui s'appelle Close the Gap. Donc, essayez de rester parmi nous pour la clôture. Ça démarre à 16h30, donc vous pouvez rester. Et donc, enfin, comme c'est la première édition, n'hésitez pas aussi à nous remonter votre feedback, vos idées, si vous avez aimé le format. Donc, il y a à votre disposition un desk pour la prochaine édition, Inch'Allah, 2020. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et aussi à interagir avec nous. Merci beaucoup.